Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Face à l'invité. Face à l'invité reçoit ce soir Nico Omenyunga. Nico Omenyunga est président de la fondation Fomenic. Il est aussi professeur d'université, spécialement il est permanent à l'université pédagogique nationale. Bonjour professeur. Bonjour messieurs les journalistes. Alors, Fomenic, parlons Fomenic. C'est quoi Fomenic? Fomenic, ça veut seulement dire, c'est un acronyme qui veut seulement dire Fondation Omenyunga Nico. Pourquoi fondation? La fondation, c'est comme INASBEL. INASBEL, c'est une association sans but lucratif. Pourquoi à ce moment précis, nous avons décidé de créer ou d'initier la fondation? La fondation, en tout cas la nôtre, elle a pour vocation de pallier la carence que nous avons observée dans les domaines du social, de la gouvernance et de l'entrepreneuriat, les domaines sans lesquels la croissance économique, l'amélioration des qualités de vie risque d'être un leurre. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer cette fondation pour que là où les actions du pouvoir public ne peuvent pas arriver, ou là où le pouvoir public acquise une certaine carence, un déficit, nous venons pour apporter notre petite contribution, notre pierre à l'édification de cette nation. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre sur pied cette fondation. Merci professeur. Alors, nous savons tous que derrière les fondations se cachent beaucoup de choses. Hein. On commence par fondation et puis société civile et finalement on finit en politique. C'est quoi l'objectif poursuivi par la fondation Fomenic? Non, je crois qu'il faut quand même toute raison garder. Vous m'avez présenté comme professeur des universités. Un professeur d'université, ça ne court pas les rires. Je ne pense pas que si, à la base, je voulais faire la politique active comme le font d'autres collègues, personne, la loi qui régit les partis politiques dispose, et je ne pense pas que je sois à contre-faux par rapport à cette disposition légale. Mais si nous avons décidé de mener un engagement citoyen, de nous consacrer entièrement pour la cause des plus démunis, ce n'est pas parce que nous voulons nous cacher d'abord derrière cette organisation citoyenne pour qu'au finish que nous devenions véritablement des politiques aguerris. Parce que, comme vous le savez, nous sommes l'un des rares pays qui considèrent que la politique serait une profession. Moi, je pense, au-delà de cette considération abjecte, moi, je pense que la politique doit demeurer un sacerdoce, un apostolat. Et la politique n'est pas une exception africaine, encore moins une exception congolaise. Mais quand nous regardons et nous parcourons le monde, ceux qui font la politique, c'est un service. D'abord, mon job, c'est professeur des universités. Je gagne ma vie et ma carrière, c'est ma carrière professorale. Si j'estime que ma voix, telle que je la porte à l'université, ne porte pas très haut, c'est ainsi que certains collègues peuvent quitter l'université pour s'engager politiquement, de manière à ce que, quand on fait de la politique, ce n'est pas pour gagner la vie, mais c'est pour faire triompher un idéal. Tel n'est pas, en tout cas, à ce stade, mon cas. Mon cas, c'est que je vais me consacrer pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Et chacun de nous peut opter pour ce qu'il veut. Il y a ceux qui font la politique active, mais nous faisons un engagement citoyen. Nous participons à l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes. Qu'est-ce que le professeur Nico Omenyunga peut faire que l'État, parce que vous parlez du social, plusieurs personnes se sont battues plutôt pour dire que nous sommes là pour améliorer tant soit peu la situation du social. Qu'est-ce que le professeur Omenyunga peut faire de spécifique par rapport au social du petit peuple au moins? Non, la particularité, moi je ne viens pas, vous savez, je ne viens pas
à sauver. Encore que si ce point-là, personne n'a la capacité, n'a le pouvoir d'améliorer substantiellement la vie de nos compatriotes. Mais la particularité de la fondation, c'est quoi? Nous venons seulement réveiller ce que les concitoyens ont. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme un mendiant sur un 6 lingots d'or. Donc, la Foménique vient seulement vous dire que ce dont vous avez, on vous ressuscite ce que vous avez et vous l'exercez de manière à être utile à vous-même, mais utile aussi à la société. Mais je ne viens pas à sauver, à faisant des donations, en faisant quoi que ce soit, mais nous venons former, réveiller ce qui dort en vous, de manière à ce que vous vous preniez en charge. Par exemple, aujourd'hui, parce que vous parlez de l'État, vous savez que notre pays souffre et de l'insécurité alimentaire et de la sous-alimentation. Les derniers rapports de FAO notent qu'il y a au moins 27 millions de Congolais qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Et pourtant, nous sommes une merveille agricole. Le potentiel agricole aujourd'hui, ou des terres arables, c'est évalué à 80 millions de terres arables. Rien qu'avec ça, nous pouvons, si nous mettons ça en œuvre, nous pouvons nourrir un tiers de l'humanité. C'est-à-dire au moins 2 milliards de la population mondiale peut être nourrie par l'activité champêtre ou agricole et congolaise. Dans l'entretemps, nous continuons à nous nourrir avec des déchets alimentaires, des déchets toxiques qui nous causent des maladies. Aujourd'hui, quand nous on grandissait, la question des maladies cardiovasculaires, c'était une question destinée à des personnes du troisième âge. Mais aujourd'hui, même des jeunes gens en souffrent. Et la raison principale, c'est quoi? C'est tous ces déchets-là alimentaires qu'on nous ramène ici, des produits transgéniques. Et pourtant, nous pouvons, rien que par l'agriculture, faire ce qu'on appelle l'agriculture biologique et participer au commerce équitable. Les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire participent. Et pourtant, nous avons tout ça, mais nous n'arrivons pas. Nous continuons toujours à dire nous sommes un pays potentiellement riche. Non, en réalité, quand on est potentiellement riche, on est réellement pauvre. C'est le cas. La richesse ne se conçoit pas en termes de potentialité. Donc, la Foménique vient investir dans les citoyens, mais particulièrement dans la jeunesse. Parce que nous, de la vieille génération, nous avons échoué. Ça, il faut le reconnaître. Comme nous avons échoué, la Foménique, par le biais du professeur Omeonga, vient arrêter l'échec transgénérationnel pour que la jeunesse, parce que moi je crois, comme Pareto, à la circulation des élites. Et la circulation des élites participe par le renouvellement de la classe politique. Aucune volonté ne peut engager une situation sociale qui est pas la politique. La politique étant une volonté souveraine, moi je pense que nous devons améliorer. Et la jeunesse, c'est ma cible principale pour que nous ayons une élite. Parce que l'élite actuelle, c'est une élite prédatrice. Partout à travers le monde, toutes les mutations sociales sont des mutations qui passent par l'élite. Mais l'élite congolaise a montré ses limites. Donc, moi, je me consacre. Et le gros de mon temps, je le mets pour former la jeunesse. Jeunesse, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Parce que j'ai toujours considéré que le salariat, c'est de la pauvreté en Suisse. Aucun pays, aucun homme n'a réussi à devenir prospère en étant salarié. Je n'ai rien contre les salariés. Mais moi, je pense que la jeunesse qui est derrière moi, je dois la former de manière à ce qu'ils deviennent entrepreneurs. Parce que dans l'entrepreneuriat, ils vont assurer leur indépendance financière. Et leur indépendance financière va les conduire à la liberté financière et à la prospérité. Ce n'est pas normal. Dans quelques mois, quelques jours ici, nous allons célébrer 62 ans d'indépendance, comme État, comme nation. Est-ce que devons-nous continuer toujours à être au bord de la rue pour tendre la main et espérer un salut qui viendrait de ce président? Donc, la jeunesse devrait être un atout. Je vais me consacrer pour que la Foménique forme cette jeunesse. Je ne viens pas donner de l'argent, mais je donne les outils. Je fais comme les Chinois. Vous me donnez les poissons, je mange, mais demain j'aurai faim. Mais pour que cette jeunesse n'ait plus faim, on va l'apprendre à pêcher. Voilà au moins substantiellement ce que la Foménique, nous venons investir dans la jeunesse pour que cette jeunesse se prenne en charge. Donc c'est ça donc votre spécificité. Alors professeur, nous avons suivi à travers les images la fois passée, la Foménique, c'est au quartier Yolo, au Kamombele.
alors que la jeunesse, c'est toute la capitale, ou toute la République démocratique du Congo, on trouve partout la jeunesse. Pourquoi avoir choisi seulement Yolo et le quartier Mombele? Non, parce qu'il faut partir quelque part. Moi-même, je m'avais présenté professeur des universités. Parmi les cours que j'enseigne les marketing. Et le marketing stratégique et opérationnel. Et l'une des approches les plus pertinentes marketing stratégique, c'est la segmentation. C'est vrai, quand nous commençons la Foménique, c'est une fondation d'envergure nationale, avec un rayonnement international. Mais nous devons commencer quelque part. Tous les voyages de 1000 km commencent par 1 mètre, même par 1 kilomètre. Donc nous avons ici décidé. Parce que, pourquoi Yolo, pourquoi Mombele? Moi, avant que je sois à Yolo, même Jésus-Christ, avant que l'évangile a commencé là où il est né. Mais moi, je suis resté pendant 16 ans à Limité. Et je me suis dit, pour donner honneur, pour donner de l'ascenseur, cette commune qui a contribué d'une manière ou d'une autre, j'ai commencé par Mombele, parce que Mombele, à Limité, Mombele, c'est un quartier urbano-rural. Je n'ai pas besoin de venir ici à Gombe pour vous donner les outils de manière à vous épanouir. Je pense qu'il faut, la cible, c'est les quartiers urbano-ruraux comme Mombele. Et le choix de Mombele, c'est parce que j'ai habité Limité. Mais pourquoi Yolo? Yolo, moi-même, pour le moment, c'est là où j'habite pour le moment. Voilà pourquoi j'ai commencé les 2 cibles-là. Mais, et pourquoi j'ai commencé là, et à partir de là, comme Jérusalem, je vais évoluer dans d'autres provinces, à travers le pays. Et voilà, dans un premier temps, ce que nous avons considéré avec l'équipe qui m'accompagne, parce que Mombele, c'est un quartier urbano-rural et il est question du social. Donc la cible, c'est les personnes vulnérables. Et le gros des personnes qui habitent Mombele se retrouvent dans ce cas de précarité. Très bien, professeur. Alors, restons toujours plutôt dans les domaines de la jeunesse, dans ces 2 quartiers-là. Yolo et Mombele, c'est parmi les quartiers qui hébergent le plus grand nombre de la jeunesse désœuvrée, qu'on appelle communément Koulouna. Est-ce que vous faites déjà quelque chose allant dans le sens de sensibiliser les jeunes contre ces phénomènes? Oui, naturellement. Vous savez, moi je m'inscris toujours dans les leaderships selon Jésus-Christ. Jésus-Christ n'allait pas, il dit qu'il faut aller ceux qui ont les malades. Les malades ici, ce sont cette catégorie de jeunesse délinquante. Donc, pour guérir cette jeunesse, on a d'abord, avec mon équipe, évalué qu'est-ce qui est à la base de cette délinquance juvénile à laquelle nous observons. Parce que ce n'est pas un phénomène spontané, il y a une raison fondamentale. Si nous prenons, par exemple, Mombele, vous savez, moi j'ai habité Limité pendant 16 ans. Moi j'ai habité les quartiers résidentiels. Mais de l'autre côté, c'était les quartiers industriels. Pourquoi on l'appelait quartier industriel? C'est parce que de la première rue jusqu'à la 18e rue, il y avait des industries, il y a des entreprises, des entrepôts. Mais avec les pillages qu'on a pu observer à 91, 93, toutes ces entreprises-là ont été pillées, ont été dévastées. Mais aujourd'hui, je n'ai rien contre les églises. Moi-même, je suis chrétien né de nouveau. Mais aujourd'hui, si on est sérieux, on parlerait de ces quartiers comme quartiers spirituels. Parce que tous ces entrepôts qu'on a connus avant 90, 91, mais se sont transformés en des églises. Et les gens qui y travaillaient, la majorité des ouvriers, ils venaient de Mombele. Maintenant qu'ils se retrouvent dans la rue, on a passé cette activité de ça, on a désacralisé la famille. Les parents n'avaient plus encore l'autorité parentale, les enfants sont sortis dans la rue et ils se livrent dans des actions de délinquance. Donc, pourquoi? Alors, c'est pourquoi nous estimons que si on donne à cette jeunesse les moyens qu'il faut pour se nourrir et nourrir les autres, je crois qu'il va arrêter avec. Parce que pour la plupart, quand ils font cette délinquance, c'est pour des besoins existentiels. C'est pour se vêtir, c'est pour se nourrir, c'est pour s'abriter. Donc, si on leur donne de l'emploi, pas c'est vrai que moi je vais créer l'emploi, et même, on va leur donner les outils pour qu'eux-mêmes soient créateurs d'emploi. Nous devons arrêter avec l'employabilité. Faire en sorte que nous puissions, non, Prof Omeonga, il vient, il crée une entreprise, engage. Non, nous on ne crée pas des entreprises. Nous donnons des outils pour que toute cette jeunesse-là soit porteuse d'emploi. Il crée des emplois. Et ça,
quand ils auront de quoi se nourrir et se vêtir, ils vont arrêter avec la délinquance juvénile. Parce que ça ne sert à rien de leur donner l'argent. Et quand l'argent va se terminer, il va encore revenir, il va prendre les machettes pour faire la rapine. Donc pour nous, c'est un amour. Il faut guérir. Le diagnostic a été posé et nous estimons que c'est la pauvreté, la précarité qui est à la base de cette violence. Parce que quelqu'un qui est pauvre, généralement, est agressif. Les cas de ces jeunes, ce sont nos enfants. C'est autour de 12 à 22 ans. La majorité de ce que vous appelez, ce que nous appelons Kuluna, c'est tranche d'âge. Donc, on ne peut pas, comme le disait un aîné, un collègue professeur de mémoire, quand il a fait le procès de la société congolaise, Mabiga Kalanga, la remise en question, base de la décolonisation mentale. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'une des pages de cet ouvrage, il a dit qu'il a constaté que la jeunesse de l'époque, de 1965, souffrait de 4 maladies. Lesquelles? La première maladie, il dit que c'était de l'inconscience. Deuxième maladie, l'inconséquence. Troisième maladie, l'insouciance. Et quatrième maladie, le complexe de la dépendance. Mais je crois, après 65 aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est plus de 57 ans. Mais quand vous regardez cette jeunesse-là, elle souffre de toutes ces 4 maladies et peut-être plus graves. Aujourd'hui, tout le monde, toute cette jeunesse-là, quand ils voient quelqu'un passer, mon père, c'est le complexe de la dépendance. Ils croient toujours que leur salut viendrait de ce que vous appelez le mon père. Ouais. Alors en réalité, ces mon père, pour la plupart des cas, sont des prédateurs. Ouais. Qui sont retrouvés dans des institutions de l'État, ils se sont servis, ils ont pillé et ils viennent comme mon père, comme sauveur. Il faut arrêter ça. L'inconscience, c'est parce qu'eux-mêmes ne réalisent pas. Ils croient qu'ils ne sont que des mots, ils ne valent rien. Et pourtant, chacun d'eux a un potentiel qui peut leur permettre de se nourrir et de nourrir les autres. Donc nous venons seulement susciter, réveiller les géants qui dorment dans cette jeunesse, de les libérer de tous ces travers, de toutes ces différentes maladies, de manière à ce qu'ils deviennent responsables. Parce qu'une jeunesse comme la nôtre, 60% de la population congolaise est constituée de jeunes. Mais si on n'encadre pas cette jeunesse, au lieu qu'elle soit un atout pour le pays, elle deviendra un goulot d'étranglement. C'est le cas aujourd'hui. La délinquance juvénile. Hier, c'était les enfants de la rue, alors que la rue n'a jamais donné naissance. Aujourd'hui, on parle de Kuluna. Et demain, ce sera encore un autre phénomène. Donc, il faut arrêter ça. Parce que les jours où ces Kuluna-là auront entre les mains les armes à feu, on va assister à une milice ici, urbaine, alors que nous n'avons pas encore résolu les problèmes de l'Est. On va assister aussi à l'insécurité généralisée ici. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, nous devons guérir la maladie au lieu de s'attaquer. Et la cause, c'est la précarité. Et nous donnons les moyens pour que cette jeunesse se libère de cette précarité, de cette pauvreté, et qu'elle devienne utile à elle-même, mais utile aussi à la société. Voilà la mission que la FOMENIC se donne. Et je crois, c'est difficile, certes, mais ce qui est difficile est intéressant. Nous, on se donne le maximum de nos moyens, de notre temps, pour relever ces défis. Parce que les défis sont faits. Quand il y a les défis, il y a des opportunités. Et nous croyons que ce défi-là de la délinquance, c'est pour nous une opportunité pour relever, de manière à que cette jeunesse devienne un atout. Et nous en avons besoin. Ok. Alors, est-ce que la fondation Nico Omeyonga a des moyens pour parvenir? Omeyonga, merci beaucoup, pour y parvenir. Est-ce qu'elle a des moyens ou elle a un soutien? Non, arrête. Moi-même, je me bats pour arrêter cette complète dépendance. Comment? Moi, je suis quinquagénaire, je ne suis pas né de la dernière pluie. En plus, je suis professeur des universités. Qui peut être derrière moi pour me... Qui est cet homme-là qui peut être derrière moi pour me manipuler? Non, moi, j'ai plus de 50 ans. Je ne suis pas jeune, comme vous le pensez. Ce n'est pas dans le sens d'être manipulé, prof. C'est par rapport au financement. Peut-être vous pouvez avoir un financement. Vous pouvez obtenir un financement. Les meilleurs moyens qui puissent exister, c'est les moyens humains. Moi, je me suis fait accompagner. Vous voyez, ce n'est qu'un échantillon. J'ai des assistants, des chefs de travaux, des collègues professeurs qui m'appuient. Je crois, je me base sur cette... Et la jeunesse elle-même. C'est ça d'abord les moyens. Quand vous parlez des moyens, vous faites allusion à l'argent. Non, l'argent, ce n'est qu'une expression de l'intelligence de l'homme. Et nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence et l'expertise.
C'est pourquoi je me consacre pour améliorer, donner les moyens, les capacités managériales de manière à ce que cette jeunesse, mes collaborateurs qui sont dotés de l'intelligence, mais aussi, comme les mots l'indiquent, chez nous, notre atout c'est quoi? La devise l'indique, l'intégrité, l'intelligence et l'innovation. 3 I. Donc, parce que je suis entouré par des hommes intègres, mais non seulement qu'ils sont intègres, mais ils ont de l'expertise, ça va nous conduire à l'innovation. Donc les moyens les plus sûrs pour moi, c'est le capital humain et mes collaborateurs sont là et moi-même, je crois, ça ne se pose pas, en tout cas pour l'instant. Ok, merci professeur Messinel, que nous tendons vers la fin de notre émission. Déjà. Et on ne peut pas clore cet échange sans pourtant que vous disiez un mot par rapport à la guerre qui se vit à l'Est. Ah oui, ça, je l'ai dit, la mort dans l'âme. Mon pays se met. C'est pas possible. Cette guerre récurrente, c'est depuis 1997. Mais comment les institutions et les animateurs n'arrivent pas à régler cette question de l'insécurité à l'Est? Il y a des tueries à répétition. Alors que dans la Constitution et dans tous nos documents, la vie humaine est sacrée. Mais comment nous assistons à la banalisation de la mort, à la désacralisation de la vie? La raison est simple. De toutes les armées du monde, nous qui enseignons le management, nous inspirons de l'armée et de l'Église catholique. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est dans ces 2 institutions que nous retrouvons la discipline et la hiérarchie. Mais notre armée ici, c'est une armée hétéroclite. Elle a été mise sur pied sur base de ce qu'on a appelé brassage et mixage. Tous les rebelles, toutes les milices, ils font partie. Or, la discipline étant la mère des armées, quelqu'un qui a pris les armes pour attaquer sa mère patrie ne peut pas y figurer. L'armée doit être une armée fondamentalement idéologique, fondée pour la défense de la cause nationale. Mais si vous y mettez de tout, et pour la plupart, même des marginaux sociaux, on les jette là-bas, comment cette armée peut être à même de faire face? Mais en dépit de ça, chapeau bas à cette armée qui n'est pas suffisamment outillée, qui manque assez de moyens, mais il se bat pour repousser l'ennemi, l'agresseur, hors des frontières nationales. Donc nous devons souhaiter. C'est pourquoi moi je pense, au stade où nous en sommes, parce que nous sommes en guerre, il faut l'effort de guerre. Et l'effort de guerre participe à ce que nous serrons la ceinture. Les premiers qui doivent se serrer la ceinture, c'est le dirigeant. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous devons continuer à avoir un gouvernement éléphantesque qui jusque-là a montré ses limites. Je crois qu'il est temps que, pour dégager des moyens, que ce gouvernement soit réduit à 20 ministères, et même moins que ça, pour que les moyens qui seront dégagés soient consacrés pour l'achat des armes, des munitions, mais aussi les sociales de nos militaires, nos vaillants soldats. Deuxième sur les décisions, les députés, entre guillemets, ces députés-là, mais on peut réduire de moitié leurs émoluments. Parce que l'effort de guerre doit commencer. Devoir d'exemplarité oblige. Je crois que ce sont les dirigeants qui doivent se serrer la ceinture. Mais ainsi, on pourra dégager. Mais aussi, il faut y mettre encore de la discipline dans les finances publiques. Arrêter avec la prédation. Arrêter avec la prédation à grande échelle. Et les moyens qui seront consacrés seront orientés à l'effort de guerre pour que l'ennemi soit repoussé définitivement et que la paix et la sécurité reviennent dans ce pays. Parce que s'il n'y a pas la paix, on n'a pas non plus les investisseurs. Les investisseurs ne vont que là où il y a la paix et la sécurité, et le climat des affaires participe à cela. Donc voilà au moins ce que moi, et vous le savez, il y a même nos compatriotes qui se sont dévoués, qui sont sortis dans la rue pour défendre cette cause. Je crois que quand je parle de la question de l'Est, c'est une question qui me touche à haut prix. Donc nous devons y consacrer les moyens, et les moyens, j'ai donné quelques pistes de solutions, mais peut-être dans une émission bien élaborée, je pourrais aborder des questions en rapport avec les finances publiques, en rapport avec l'économie, pour résoudre cette question. Mais pour l'instant, ce sont des mesures de courte durée qui peuvent être prises pour résoudre la question de l'insécurité à l'Est, qui n'en finit pas. Oui, prof, mais par rapport à tout ce que vous avez évoqué, c'est bien bon, c'est bien vrai, mais
ce ne sont pas aujourd'hui là les moyens qui manquent, parce que, comme vous venez aussi de le dire, nos vaillants soldats sont en train de se battre pour rétablir l'ordre à l'est du pays. Mais on dénonce l'ingérence du Rwanda qui est derrière le M23. C'est quoi la lecture du professeur Meyung? Non, mais ça c'est... Mais ce serait même irresponsable. Vous savez, le monde actuel, il est cruel, on a quoi faire avec les faibles. Mais le Rwanda, c'est un petit Rwanda. Mais pourquoi ce Rwanda doit avoir les décis? Ça fait plus de 3 décennies. Mais qu'est-ce que nous faisons dans l'entretemps pour changer la donne? Mais si le Rwanda est derrière M23, mais quand vous prenez le Rwanda, c'est 80 fois plus petit que la RDC, avec tout ce que nous avons comme moyens humains, logistiques et financiers. Mais pourquoi nous continuons toujours à capituler devant les petits Rwandais? Ça, c'est un problème. C'est un problème de leadership au rabais. Parce que si on avait véritablement des décisions crédibles, des hommes qui sont à la hauteur des enjeux, cette question du Rwanda ne pouvait pas être à l'ordre du jour. Moi, ça m'étonne. Un petit comme ça qui, vous, un aîné, vous continuez toujours à pleurnicher devant les Rwandais. Mais qu'est-ce qui empêche pour en finir avec les Rwandais? C'est seulement les Rwandais qui a des moyens, mais pourquoi nous n'en avons pas? Et qui a fait la notre diplomatie? C'est ça tous les problèmes. Si nous-mêmes ne sommes pas forts, mais pourquoi la diplomatie ne s'y met pas de manière à ce que nous ayons de l'appui pour bouter l'ennemi hors de nos frontières? Donc la question des Rwandais là, c'est ridicule. Parce qu'on ne pouvait pas en parler, parce que les Rwandais c'est un petit pays, ce n'est ni une puissance moyenne, encore moins une grande puissance. Donc si on s'y met, si on imprime un leadership à la hauteur des enjeux, si on y met de la gouvernance, cette question-là des Rwandais pourrait être réglée en une journée. Ok, merci professeur. On me dit que nous sommes à la fin de notre entrevue. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion où est basée la Foménique? C'est quoi où se trouve le siège de la Foménique? Présentement, la Foménique se trouve au 4e étage de l'immeuble, la résidence Omeonga, 4e étage, si l'avenue Tumbumani, 33 bis, provisoirement. Mais d'ici là, on se prépare pour que la Foménique ait un siège dans un endroit beaucoup plus confortable. Mais pour l'instant, nous sommes à Yolo. Nous sommes basés à Yolo, mais nous sommes en train de chercher un endroit beaucoup plus confortable. Pourquoi pas ici, dans la ville, trouver un local où nous allons abriter notre siège. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines face à l'invité. Nous avons eu le plaisir de recevoir le professeur Nico Meyunga, qui est le président de la fondation qui porte le même nom. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.